Parfois, l'histoire ne retient que les grands noms, les héros évidents, ceux dont les médailles brillent sous le soleil des défilés. Mais la guerre, dans sa réalité la plus crue, se gagne souvent dans l'ombre, grâce à des hommes et des femmes que le système a jugés, critiqués et parfois même rejetés. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un as aux victoires homologuées ou d'un stratège de salon. Nous allons raconter l'histoire d'un paria. Un pilote que ses supérieurs jugeaient inapte, imprudent, voire incontrôlable. Un homme à qui l'on confiait les pires appareils, les missions sans importance, simplement parce qu'on ne savait pas quoi faire de lui. Pourtant, c'est cet homme, seul dans le ciel hostile de 1940, qui allait se retrouver face à une marée d'acier. 30 chasseurs ennemis, 30 croix noires barrant l'horizon, 30 machines de mort convergeant vers un seul point. Lui, la logique était simple, la mort. L'arithmétique était impitoyable, 30 contre 1. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que le mépris de ses propres supérieurs avait forgé chez ce pilote une qualité que nulle académie militaire ne peut enseigner, une audace défiant la raison. Il n'avait rien à perdre, et c'est ce qui faisait de lui l'homme le plus dangereux du ciel. C'est l'histoire d'une ruse impossible, d'un mensonge en plein vol, d'une manœuvre si désespérée qu'elle frisait la folie. Comment un seul homme a-t-il pu non seulement survivre, mais humilier et déjouer une force 30 fois supérieure? Avant de plonger dans ce récit incroyable qui prouve que le courage se trouve souvent là où on l'attend le moins, assurez-vous de soutenir notre chaîne. Si vous aimez ces histoires de bravoure méconnues, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Laissez un like sur cette vidéo pour nous aider à faire connaître cette légende. Et dites-nous, de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous aujourd'hui? Nous adorons voir jusqu'où voyagent ces récits. Préparez-vous. Voici comment un pilote français rejeté a trompé 30 chasseurs ennemis grâce à une astuce défiant la mort. Je m'appelle Julien Vasseur. Du moins, c'est ce qui est inscrit sur mes papiers militaires. Pour l'escadrille, je suis le fantôme. Non pas à cause d'une quelconque prouesse au combat, d'une capacité à abattre l'ennemi sans être vu. Non, c'est un surnom teinté de mépris. Je suis le fantôme, parce que mes supérieurs aimeraient que je disparaisse. Je suis l'homme qu'on envoie en l'air quand on ne veut sacrifier personne d'important. Je suis le pilote rejeté. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un soldat, je suis un aviateur. Je ne pilote pas selon le manuel, je pilote avec mes tripes, avec mon sang, avec cette vibration que je ressens dans la carlingue et qui me dit ce que l'avion veut faire. Le commandant Dubois, lui, ne jure que par le règlement. Pour lui, un avion est une équation mathématique. Pour moi, c'est un être vivant. Nos deux philosophies ne pouvaient coexister. Après avoir, selon lui, gravement compromis la discipline de l'escadrille en effectuant une manœuvre non réglementaire pour sauver un camarade, qui me l'a reproché ensuite, le lâche. Ma carrière fut scellée. On m'a retiré mon DeWhite Indy 520, cette merveille de vitesse et de grâce, et on m'a collé aux fesses cet avion à tout faire, un Potez 631. Un bimoteur lourd, conçu comme un chasseur de nuit, mais utilisé comme un mauvais cheval de trait le jour. Il est lent, il est pâteau, et ses canons de 20 mm s'enrayent une fois sur 3. C'est une punition volante. Et c'est aux commandes de ce cercueil que je vole aujourd'hui. Ma mission, une patrouille de reconnaissance au-dessus d'un secteur calme des Ardennes. Calme. Ce mot est une blague morbide en mai 1940. L'air entier de la France est en feu. Mais pour l'état-major, je suis mieux ici, seul, où je ne peux causer de tort à la formation. La radio crépite de parasites. Je suis seul, terriblement seul. Le ciel est d'un gris métallique, froid, indifférent à la tragédie qui se joue des milliers de mètres plus bas. Je sens le ronronnement lourd et fatigué des deux moteurs Hispano-Suiza. Ils vibrent à travers le manche, non pas avec la puissance d'un prédateur, mais avec la résignation d'un bœuf tirant une charrue trop lourde. Je déteste cet avion. Je déteste Dubois. Je déteste cette hiérarchie rigide qui préfère perdre la guerre en suivant les règles plutôt que de la gagner en les brisant. Mais j'aime cette terre. Sous moi, même à cette altitude, je devine les forêts sombres, les routes sinueuses, les villages qui se blottissent dans les vallées. Ma France. Et elle saigne. Une rage sourde monte en moi. Une rage familière, celle de l'impuissance. On m'a donné un tracteur pour combattre des aigles. La dernière phrase de Dubois résonne dans mon casque. Vasseur, essayez pour une fois de ne pas mourir de façon stupide. Et surtout, ne nous dérangez pas. Ne pas les déranger. Eux,
Les vrais pilotes, qui combattent dans les secteurs importants, qui boivent du champagne en célébrant leur victoire. Moi, je n'ai que le silence de la radio et le sifflement du vent contre la verrière. Je vérifie mes instruments. Carburant, à moitié. Munitions, complète. Mais pour combien de temps? L'indicateur de température d'huile du moteur droit oscille dangereusement. Encore une panne. Ce potesse est une épave. Je soupire, et c'est à cet instant précis que ma vie bascule. C'est d'abord une sensation. Un changement dans la pression de l'air. Une vibration presque imperceptible. Puis, une tache. Loin, très loin, vers l'est. Une tache minuscule, comme une volée de moucherons dans le soleil du matin. Je plisse les yeux. Les moucherons ne volent pas à 5000 mètres. Mon cœur, jusqu'alors lourd et lent, manque un battement, un seul. Puis il s'emballe, frappant ma poitrine comme un marteau. Les taches grossissent, elles ne sont pas alliées. Nous n'avons rien dans ce secteur. Rien. C'est la zone du fantôme, la zone vide. Les taches deviennent des silhouettes, des ailes droites, des nez pointus. Mon sang se glace. Je ne respire plus. Ce ne sont pas des bombardiers, lents et lourds, que je pourrais peut-être éviter. Ce ne sont pas des Stuka, terrifiants mais vulnérables sans escorte. Non. Je reconnais la forme. La forme que tout pilote français redoute plus que la mort elle-même. Des Messerschmitt, des Bf-109, l'Émile, le meilleur chasseur du monde. Et ils ne sont pas 2, ni 3. Je compte. Je compte sans y croire. 10, 20. Mon cerveau refuse d'enregistrer l'information. Je recompte. La formation est massive, arrogante, une vague d'acier peinte en jaune sur les nez. 30. 30 chasseurs ennemis. Une Geschwader presque entière. 30 machines de mort pures, rapides, surarmées, pilotées par l'élite de la Luftwaffe. Et moi, seul, dans mon Potez 631 asthmatique. La peur aurait dû me paralyser. L'instinct de survie aurait dû me hurler de piquer, de fuir, de me cacher dans les nuages. Mais ce qui m'envahit est bien plus puissant que la peur. C'est une clarté absolue, glaciale. Dubois m'avait dit de ne pas le déranger. 30 contre 1. Les chiffres dansent devant mes yeux. C'est une exécution. Ils m'ont condamné. Mes propres supérieurs m'ont envoyé ici, dans cet avion poubelle, pour que je meure discrètement. L'ennemi n'est qu'un détail, l'instrument du destin. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont jugé inapte. Ils m'ont traité comme un déchet. Un sourire mauvais se dessine sur mes lèvres. L'ironie est cosmique. L'univers entier se moque de moi. 30 contre 1. La radio est silencieuse. Personne ne viendra. Personne ne sait. Personne ne pleurera le fantôme. La formation ennemie ne m'a pas encore vu. Ils volent avec une confiance insolente, une discipline parfaite, une machine de guerre implacable. Ils se dirigent vers l'ouest, vers le cœur de mon pays. Ils vont massacrer. Ils vont brûler. Ils vont tuer. Et je suis le seul sur leur chemin. Moi, Julien Vasseur, le paria, le clown triste de l'escadrille. Je pourrais tenter de fuir. Ils me rattraperaient en moins de 2 minutes. Le Potez est un bœuf, le 109 est un lévrier. Je pourrais essayer de grimper. Ils seraient au-dessus de moi avant que j'aie pris 100 mètres. Plonger, c'est ma seule option de survie. Plonger vers le sol, raser les arbres, espérer que leur nombre les gêne, que la DCA française, si elle existe encore, les dissuade. C'est la procédure, c'est le manuel, c'est ce que Dubois ferait, et c'est pour ça qu'ils vont gagner la guerre, parce qu'ils sont prévisibles. Mais moi, je suis le pilote rejeté, je suis incontrôlable, je suis imprudent, je suis fou. Une idée germe dans mon esprit. Une idée si absurde, si suicidaire, si parfaite. Elle naît de cette rage pure, de ce sentiment d'injustice totale. Si je dois mourir, je ne mourrai pas en fuyant. Je ne mourrai pas en suivant le manuel. Si je dois mourir, je vais emporter leur arrogance avec moi. Je vais leur montrer ce qu'un rejeté peut faire. Je ne vais pas plonger, je ne vais pas fuir. Je vais tourner, je vais leur faire face. Mais pas pour combattre, pour mentir. Mon cœur bat maintenant à un rythme régulier, puissant. La peur a disparu, remplacée par une concentration de prédateurs. Je vérifie mes commandes. Je caresse le manche. Allons-y, mon vieux tracteur. Je murmure. Montrons-leur comment danse un fantôme. Je prends une profonde inspiration
et je vire mon lourd Potez 631, droit vers l'essaim de 30 Messerschmitt. La chasse est ouverte, tournée vers l'ennemi. C'est le premier péché capital du manuel de survie. C'est ce qu'ils attendent d'un fou ou d'un héros. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis un homme mort qui a décidé de choisir l'heure et la manière de son exécution. Mais alors que mon Potez lourd et disgracieux pivote, son nez pointant non plus vers la sécurité illusoire de l'Ouest, mais vers l'essaim de Croix-Noire, une chose étrange se produit. Mon plan n'est pas encore formé. C'est une impulsion, un instinct de joueur de poker acculé qui décide de bluffer avec une paire de deux. Je ne vole pas vers eux pour les engager. Je vole vers eux pour me joindre à eux. C'est là que la folie de mon idée prend racine. L'arrogance. L'ennemi est tellement sûr de sa supériorité, tellement certain que tout ce qui vole dans ce secteur est soit à lui, soit une cible facile, qu'il ne s'attend pas à l'imprévu. Ils volent en formation de combat lâche, une schwarm après l'autre, détendus. Ils sont en route pour un massacre, pas pour un combat. Mon Potez 631, avec ses 2 moteurs et son fuselage trapu, ne ressemble à rien de ce qu'ils ont l'habitude de chasser. Il est trop lent pour être un chasseur, trop petit pour être un bombardier d'importance. Je suis une anomalie. Et les anomalies créent le doute. C'est sur ce doute, cette fraction de seconde d'hésitation, que je vais jouer ma vie. Je pousse les gaz à fond. Les moteurs hispano-suiza protestent, ils hurlent, la carlingue vibre au point de se désintégrer. La température d'huile du moteur droit grimpe en flèche dans le rouge. Je m'en moque. Si je dois exploser, autant que ce soit par ma propre volonté. Je me rapproche. 8 kilomètres. 5. Ils m'ont vu. Je le sais. La belle discipline de leur formation se hérisse, comme un banc de poissons qui sent la présence du requin. Sauf que je suis le poisson pilote, et eux, les requins. Les premiers éléments, les 2 chasseurs de tête, se détachent légèrement. Je peux presque voir le soleil se refléter sur leurs verrières. Ils ne tirent pas. Ils sont curieux. What's das? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la question que je veux qu'ils se posent. Je ne change pas de cap. Je maintiens mon altitude. Je vole droit sur eux, mais pas contre eux. Mon angle est calculé. Je ne suis pas en interception. Je suis en convergence. Je fais semblant de vouloir me ranger à leur côté. À la radio, je pourrais presque entendre l'officier allemand, le major ou le Hauptmann qui dirige cette meute donner des ordres. Attendez, ne tirez pas, identifiez-le. C'est le piège de la supériorité numérique. Elle crée la bureaucratie. 30 pilotes ne peuvent pas décider de tirer en même temps. Un seul le peut, et ce seul-là veut comprendre. Pourquoi ce bimoteur français erratique fonce-t-il vers eux comme s'il rentrait à la maison? Est-ce un avion capturé? Un transfuge? Un leurre pour une force plus importante cachée dans les nuages? Je prie pour qu'il n'y ait pas de nuages. Le ciel est clair. C'est moi. Et eux. Maintenant, la 2e phase de mon mensonge. L'astuce qui défie la mort. Mon Potez 631 a une silhouette. Particulière. Bimoteur. Double dérive. De loin, si on plisse les yeux, si on est distrait par le soleil, si on ne s'attend pas à voir un Potez, il pourrait, peut-être, avec beaucoup d'imagination, ressembler à quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils connaissent, quelque chose qu'ils craignent. Non, pas craindre. Respecter. Le Messerschmitt Bf 110, le Zersteurer, leur propre chasseur lourd bimoteur. C'est absurde. Le 110 est plus fin, plus rapide, plus mortel. Le mien est un tracteur. Mais à 5000 mètres, avec le stress du combat et l'incrédulité, la silhouette est tout ce qui compte. Et je vais leur donner la silhouette. Je sais que les 110, lorsqu'ils rejoignent une escorte de 109, ont un signal de ralliement. Un léger balancement des ailes, une inclinaison gauche-droite, pour dire « Amis, ne tirez pas ». C'est un pari à 1 contre 1 million. S'ils voient un Potez français, ils me pulvérisent en 3 secondes. S'ils voient un 110 qui se rallie, ils hésiteront. Et l'hésitation, c'est de l'oxygène. Je suis à moins de 2 kilomètres. C'est maintenant ou jamais. Mon cœur est un caillou de glace dans ma poitrine. Ma main sur le manche est si moite qu'elle glisse presque. Je pousse doucement le manche vers la gauche. L'horizon bascule. Le Potez obéit avec la grâce d'un cochon dans la boue. Je le ramène à droite. Gauche. Droite. Le salut amical de l'assassin. La réaction est immédiate.
C'est magnifique. Les deux chasseurs de tête, qui avaient commencé à s'écarter pour prendre un angle d'attaque, stoppent leur manœuvre. Ils se remettent en ligne. J'ai gagné une seconde. Le leader de la formation, que j'imagine être un aristocrate prussien, avec un monocle et une cicatrice, doit être en train de hurler dans sa radio. « Wer zum Teufel » ? Qui diable ? Il ne comprend pas. Un 110, seul, ici, qui vole comme un sac de patates. L'imposture est trop grosse, elle ne tient pas. Mais elle crée le chaos. Et le chaos, c'est mon élément. Je suis le fantôme, le pilote rejeté. Je suis le chaos. Je continue de voler vers eux. Je n'ai pas seulement balancé les ailes. Je rejoins la formation. Je me dirige vers l'arrière du dispositif. Là où les nouveaux arrivants sont censés s'insérer. C'est le comble de l'arrogance. Je ne les fuis pas. Je ne les attaque pas. Je m'intègre. Je suis le loup qui revêt la peau d'un mouton pour rejoindre une meute de loups plus gros. Sauf que je suis un mouton. Et ils le savent. Ou du moins, ils le sentent. La tension est palpable. Je vois les silhouettes des 109 qui m'entourent. Ils sont partout. Au-dessus, en dessous, sur les côtés. Je suis au cœur du cyclone. Je peux voir les croix noires. Je peux voir les carlingues tachetées de camouflage. Si un seul d'entre eux ouvre le feu, les 29 autres suivront par pur réflexe. Je serai transformé en confetti d'aluminium. Mon moteur droit tousse. Une quinte de tout grasse et huileuse. La température est au-delà du rouge. Une traînée de fumée noire commence à s'échapper du capot. Mon bluff est en train de me lâcher. L'hypothèse me trahit. Ou peut-être qu'il me sauve. Car que voit l'ennemi? Il voit un avion ami, ou du moins un avion non identifié qui a eu l'audace de les rejoindre, qui est en difficulté, un avion touché, un avion qui fume. Le leader allemand, ce Hauptmann que je hais et que j'admire à la fois, doit prendre une décision. S'il me laisse, je m'écrase. S'il m'attaque, il perd des munitions pour rien. Mais s'il m'ignore, et si c'était un piège? La fumée est mon salut. C'est la touche finale de mon chef-d'œuvre de désespoir. Je ne suis plus un imposteur qui tente de se joindre à eux. Je suis un avion en détresse qui cherche désespérément à atterrir. Le balancement de mes ailes n'était pas un salut. C'était l'oscillation d'un avion à l'agonie. Mon moteur droit crache maintenant des flammes intermittentes. C'est magnifique. Je n'ai même pas besoin de jouer la comédie. Mon cercueil volant est en train de mourir pour de vrai. Je réduis légèrement les gaz du moteur gauche, accentuant le déséquilibre. Mon pothèse s'incline, blessé. Je suis un oiseau à l'aile brisée, et les 30 rapaces autour de moi, au lieu de fondre sur leur proie facile, ralentissent. Ils m'observent. Ils sont fascinés par ce spectacle. Le pilote rejeté vient de devenir le centre de l'attention de 30 tueurs. L'astuce n'est pas de leur faire croire que je suis un ami. L'astuce est de leur faire croire que je ne vaux pas la balle qui m'achèvera. Je suis déjà mort. Je suis le mouton galeux au milieu de la meute. 30 paires d'yeux sont rivés sur moi. 30 index sont posés sur 30 détentes. L'air dans ma verrière est devenu irrespirable. Ce n'est pas seulement la fumée âcre de mon moteur droit qui me suffoque, c'est la tension. Elle est si épaisse que je pourrais la découper au couteau. Je suis un funambule au-dessus d'un volcan, et mon balancier vient de prendre feu. Les 109 m'encadrent. Ils sont proches. Dangereusement proches. 2 d'entre eux se sont positionnés légèrement au-dessus et derrière moi, sur mes 6 heures. La position de l'assassin. 2 autres sont sur mes flancs, si près que je peux voir le visage du pilote à ma gauche. Il me regarde, pas avec haine, pas avec colère, avec une sorte de curiosité clinique, presque méprisante. Il observe un insecte en train de mourir. Pour lui, je ne suis déjà plus un pilote, je suis une statistique. Un avion français, probablement hypothèse, abattu sans combat. Mon nom sera rayé d'une liste sur un tableau noir à Reims, et sa victoire sera célébrée ce soir à la messe. L'injustice de cette pensée est une lame brûlante dans ma poitrine. Eux, les conquérants, les maîtres du ciel, si sûrs d'eux dans leur machine parfaite. Et moi, le rejeté, dans mon tas de ferraille, devenu un spectacle de cirque à 5000 mètres d'altitude. Le moteur droit lâche. Il n'y a plus de tout, plus de flammes intermittentes, juste un long cri métallique, un bruit de rouage broyé, puis un silence soudain, plus terrifiant encore que l'explosion. L'hélice s'immobilise, les pales figées dans une posture grotesque. La traînée de fumée noire se transforme en un panache blanc et huileux.
Le potez bascule violemment sur la droite, la symétrie de la poussée devenant critique. Je dois pousser le palonnier gauche de toutes mes forces, mon mollet en feu, juste pour maintenir l'avion à peu près droit. Je suis en train de perdre de la vitesse, rapidement. La formation des 109, qui s'était adaptée à ma vitesse de croisière, doit maintenant ralentir encore plus, se rapprochant dangereusement de la vitesse de décrochage. C'est là. C'est l'instant. L'idée qui germait dans mon esprit, cette folie pure née du désespoir, éclot soudainement. C'est l'astuce qui défie la mort. Mon avion est mort, mais je ne le suis pas. Et si mon avion est une bombe, je vais la faire exploser. Non pas avec de la dynamite, mais avec de la physique, avec le chaos. Ils sont 30 prédateurs concentrés sur une seule proie. Leur force est leur nombre, mais c'est aussi leur plus grande faiblesse. Une formation aussi large, aussi dense, est une merveille de discipline, mais elle est incroyablement fragile. Un seul grain de sable peut gripper toute la mécanique. Et je vais être ce grain de sable. Je ne vais pas essayer de m'enfuir en piquant. Je suis trop lent. Ils me rattraperaient avant même que j'aie le temps de dire adieu. Je ne vais pas essayer de les combattre. C'est un suicide. Je vais utiliser ma mort apparente comme une arme. Je vais les forcer à se disperser. Je vais transformer leur arrogance en panique. Je jette un regard circulaire. Ils sont partout. Un mur d'ailes et de croix noires. Si je fais un mouvement brusque, ils devront réagir. 30 pilotes réagissant en même temps, dans un espace confiné, sous stress. C'est la recette d'une collision. C'est la recette d'une panique. C'est ma seule porte de sortie. Je suis le fantôme. Il est temps de hanter. Je saisis le manche des deux mains. Mes jointures sont blanches. Mon cœur ne bat plus. Il explose. Je prends une dernière inspiration de cet air vicié. Pardon, mon vieux. Je murmure au potez. Mais tu vas devoir mourir pour que je vive. Et je tire. Je tire le manche vers moi de toute la force de mes bras, tout en donnant un coup de pied brutal dans le palonnier droit, vers le moteur mort. C'est la manœuvre la plus insensée, la plus anti-réglementaire que j'ai jamais tentée. C'est une vrille délibérée. Au cœur d'une formation ennemie. Le potez 631, déjà déséquilibré, réagit instantanément. Le nez se cabre vers le ciel, le moteur gauche survivant hurlant sa pleine puissance. L'avion s'arrête presque en plein vol, une chandelle grotesque, avant que l'aile morte ne décroche. L'avion bascule, pivote sur lui-même et plonge. Mais pas en piqué, en tourbillon. Une feuille morte en feu. Un sac de clous jeté dans une turbine. Je suis en chute libre, en rotation, au milieu de 30 des meilleurs pilotes du monde. L'effet est cataclysmique. C'est plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le Hauptmann prussien, le pilote à ma gauche, tous, ils sont pris par surprise. Totalement. Ils s'attendaient à ce que je pique gentiment vers le sol pour m'écraser. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'insecte mourant explose soudainement en un obstacle mortel. Mon potez, tourbillonnant, fumant, déversant de l'huile, devient un astéroïde. Les 209 sur mes 6 heures, les assassins, sont les premiers à réagir. Ils n'ont pas le choix. Ils piquent violemment pour m'éviter. Mais le pilote à ma gauche, celui qui me regardait avec tant de mépris, doit lui aussi m'éviter. Il vire sèchement à droite. Et il se retrouve nez à nez avec les deux autres qui piquent. J'entends, même à travers le rugissement de mon propre moteur et le sifflement de l'air, le clac-clac-clac sec et terrifiant des mitrailleuses. L'un d'eux a tiré, par réflexe, par panique. Il n'a rien touché, mais le mal est fait. La formation est brisée. Ce n'est plus une meute. C'est une bagarre de cour d'école. Le chaos est mon allié. Je suis toujours en vrille, mais je la contrôle. Enfin, j'essaie. Mon avion n'est qu'à moitié obéissant. Mais alors que je tourne, je vois le ciel se remplir de traces. Des 109 partent dans toutes les directions. Achtung! Achtung! Collision! Je n'ai pas besoin de comprendre l'allemand pour savoir ce qu'ils hurlent dans leur radio. Ils ne me chassent plus. Ils essaient de survivre. Ils essaient de ne pas se rentrer dedans. Le pilote rejeté vient de transformer 30 chasseurs d'élite en une volée de moineaux paniqués. J'ai vu un 109 passer si près sous moi que j'ai cru sentir la chaleur de son échappement. Un autre, tentant de remonter pour éviter un camarade, a failli décrocher lui-même. C'est une réaction en chaîne. La belle machine de guerre allemande, si parfaite, si disciplinée, vient de s'enrayer. Et le grain de sable? C'est moi, le fantôme. Je continue de descendre, non plus en vrille incontrôlée, mais en un piqué en spirale, délibéré.
Je ne cherche plus à survivre, je cherche à m'échapper. La fumée de mon moteur est mon écran de fumée. Le soleil que je place délibérément entre eux et moi est mon complice. Je suis une comète sale plongeant vers la terre, et derrière moi, j'ai laissé l'apocalypse. La chute est un hurlement. L'air s'engouffre par les joints de la verrière, sifflant comme un millier de démons. Je ne tombe pas, je suis aspiré par la terre. Le pothèse, privé d'un moteur et forcé dans une spirale contre sa volonté, proteste de chaque rivet. La carlingue vibre si fort que ma vision se brouille. Les instruments sur le tableau de bord sont devenus inutiles, leurs aiguilles dansant une gigue folle. Seul l'altimètre compte. 4000 mètres, 3500. La terre, ce tapis vert et brun que je regardais avec tant de distance il y a quelques minutes, se rue vers moi à une vitesse terrifiante. Mon moteur gauche, le seul survivant, tourne à plein régime, mais il ne me propulse plus vers l'avant. Il me visse vers le sol. Je dois le couper. Si je le garde, la spirale va s'accélérer jusqu'à ce que les ailes s'arrachent. Ma main tremble en attrapant la manette des gaz. La couper, c'est signer mon arrêt de mort. C'est me rendre impuissant. Mais la garder, c'est mourir encore plus vite. Je la tire en arrière. Le rugissement du moteur s'éteint, remplacé par le seul cri du vent. Je suis maintenant un planeur. Un planeur de 10 tonnes, en feu et en forme de brique. La spirale s'adoucit, mais je tombe toujours. Où sont-ils? Ma ruse m'a donné une chance, mais elle ne m'a pas rendu invisible. Je force ma tête à tourner, luttant contre les jets. Ma nuque craque. Je regarde en haut, à travers le plexiglas sali par l'huile. Je les vois. C'est un spectacle à la fois terrifiant et magnifique. Ils sont là-haut, très haut maintenant, comme un essaim de frelons dont on aurait détruit le nid. Ils ont rompu la formation. Ils tournoient, cherchent, se comptent. 2 d'entre eux, non, 3. 3 d'entre eux piquent dans ma direction. Ils ont compris. Le mouton mourant les a mordus, et maintenant ils reviennent finir le travail, furieux. Mais ma manœuvre de folie m'a donné un avantage que je n'avais pas prévu. L'altitude. En me mettant en vrille, j'ai décroché de leur formation. J'ai perdu 2000 mètres en moins d'1 minute. Eux, pour me rattraper, doivent plonger. Et plonger dans le chaos qu'ils viennent de subir et risquer. Ils hésitent. Les 3 qui me chassent sont les plus agressifs ou les plus stupides. Ils se rapprochent. Je vois les petits éclairs de leurs canons de nez. Tac, 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 tac. Les traceuses filent autour de moi, des lignes jaunes et rouges qui déchirent l'air, mais elles sont imprécises. Je tombe comme une feuille morte. Ma trajectoire est erratique, imprévisible. Eux, ils sont des flèches, mais ils visent une cible qui danse. C'est ironique. Ma pire faiblesse, ce pothèse incontrôlable, est devenu ma meilleure défense. Dubois, je pense à lui. Lui et son manuel. Le manuel aurait dit, en cas d'attaque par une force supérieure, piquez vers le terrain allié le plus proche. Quelle blague. Il n'y a plus de terrain allié. Il n'y a que la France occupée en dessous. Le manuel aurait dit, ne jamais engager une vrille volontaire. J'ai ri. Un rire sec, qui s'étouffe dans ma gorge. C'est parce que je suis le rejeté que je suis en vie. C'est parce qu'ils m'ont jugé incontrôlable que j'ai pu penser à une manœuvre incontrôlée. Un bon pilote, un pilote de Dubois, serait mort en 10 secondes. Il aurait tenté de fuir, il aurait été abattu dans le dos, proprement selon les règles. Moi, je suis sale, je suis désespéré, je suis le chaos, et le chaos vient de sauver la République. Du moins, ma petite République personnelle. Les 309 me harcèlent. Une balle traverse la carlingue, juste au-dessus de ma tête, avec un sifflement aigu. Un éclat de plexiglas me griffe la joue. Le sang est chaud, métallique, 2000 mètres. Les arbres ne sont plus un tapis. Je peux voir les forêts, les champs, une route. C'est trop tard pour eux. Ils doivent redresser. Un 109 ne peut pas suivre un avion en chute libre jusqu'au sol sans risquer de s'y écraser lui-même. Je les vois remonter, leurs silhouettes fines se détachant contre le ciel gris, comme des rapaces frustrés. Ils me laissent pour mort. Ils retournent à leur mission, ou peut-être rentrent-ils à la base, secoués. Pour expliquer comment un seul poté français en feu a réussi à briser leur formation, et qui sait, peut-être endommager 1 ou 2 des leurs dans la panique. Ils ont été trompés. L'astuce a fonctionné. Maintenant, le 2e acte. Survivre à l'astuce. 1500 mètres. 1000. Le sol n'est plus une menace, c'est un mur. Je n'ai plus de moteur. J'ai des ailes, mes ailes sont lourdes. Mon avion est un mort qui refuse d'aller au tombeau.
Je dois le poser. Poser. Le mot est ridicule. Je vais m'écraser. La seule question est de savoir si je peux le faire d'une manière qui me laisse une chance, même infime, de m'en sortir. Je repère un champ, une longue bande verte, entre deux parcelles de forêt. C'est là. Je pousse sur le manche, luttant contre le poids mort de l'avion. Je dois sortir de la spirale, transformer la chute en vol plané. Le potesse grogne. Les ailes tremblent. Elles menacent de se briser. Je suis trop rapide. Bien trop rapide. 800 mètres. Je tire doucement. Redresse. Saleté. Redresse. L'avion obéit, mais avec une lenteur atroce. Le nez remonte, pointant vers l'horizon. Je ne tombe plus. Je vole. Ou plutôt, je glisse vers la mort à 250 km/h. Le champ est là, mais il y a quelque chose. Une ligne grise qui le traverse. Un convoi. Des camions. Des croix gammées peintes sur leurs bâches. C'est une colonne allemande. Je ne peux pas atterrir là. C'est échanger 30 chasseurs en l'air contre 300 soldats au sol. Non, pas le champ, la forêt. C'est ma seule chance. La forêt à droite, les arbres. Ils vont me tuer, mais ils vont aussi me cacher. C'est un atterrissage que personne ne peut tenter. C'est un suicide. Mais atterrir dans le convoi est une capture ou une exécution. Je choisis le suicide. Je choisis la France. Je pousse le palonnier à droite. Le potesse, cette vieille bête fatiguée, répond une dernière fois. Il s'incline. Le champ disparaît de ma vue, remplacé par une mer d'arbres. 500 mètres. Je suis à la hauteur de la cime. Le sifflement de l'air est maintenant un rugissement. Je peux voir les branches. Je peux voir les feuilles. C'est le moment le plus terrifiant de ma vie. Plus terrifiant que les 30-109. Car c'est la fin. Il n'y a plus de ruse. Il n'y a plus de plan. Il n'y a que la physique et la biologie. Je tire le manche au maximum vers ma poitrine pour cabrer l'avion, pour qu'il frappe avec le ventre, pas avec le nez. Je ferme les yeux? Non. Un pilote ne ferme pas les yeux. Je regarde. Je regarde la forêt des Ardennes s'ouvrir pour m'accueillir. Je suis le fantôme. Et je rentre chez moi. L'impact est une explosion de bruit et de douleur. Le son du métal qui se déchire, du bois qui éclate, des branches qui fouettent la carlingue. Mon monde devient noir. Le silence d'abord. Un silence de mort, absolu, cotonneux. Il est plus assourdissant que le fracas de l'impact. Mon corps est en feu. Chaque centimètre carré de ma peau hurle. Je suis suspendu dans le noir, retenu par mes harnais, la tête en bas. Le sang afflue à mon cerveau, martelant mes tempes. L'odeur, c'est ce qui me ramène à la conscience. L'odeur âcre de l'essence, de l'huile chaude et de la sève des arbres brisés. Une odeur de mort mécanique et de vie végétale assassinée. J'ouvre les yeux. L'obscurité n'est pas totale. Une lumière verdâtre filtre à travers le squelette de la verrière, qui est maintenant une toile d'araignée de plexiglas brisé et de branches. Je suis vivant. Cette pensée est une décharge électrique, plus puissante que la douleur. Je suis vivant. L'avion, mon pauvre potesse, est un tas de ferraille informe, enroulé autour d'un chêne centenaire. Le nez est pulvérisé. Le moteur gauche a été arraché, gisant à quelques mètres de là. L'aile droite est une sculpture tordue, pointant absurdement vers le ciel. J'ai atterri, non pas sur le ventre, mais en piquant du nez après avoir fauché la cime des arbres. Je suis un pendu dans une boîte de conserve. La douleur se précise. Ma jambe gauche. Je baisse les yeux. Le tableau de bord s'est désintégré et un éclat de métal, une pièce tordue de la commande du palonnier, a transpercé mon mollet. Je ne sens pas la douleur, je la vois. Le sang coule, un ruisseau sombre et régulier sur le tissu de ma combinaison. Je dois sortir. Maintenant. L'essence. Si cet avion prend feu, ma ruse n'aura servi qu'à me transformer en torche humaine. Mes mains, couvertes de sang et d'huile, cherchent à tâtons la boucle de mon harnais. Mes doigts sont gourds, ils ne m'obéissent pas. La panique, cette vieille amie froide, commence à m'en serrer la gorge. Calme. Calme. Dubois m'a traité de pilote imprudent, mais je ne suis pas un imbécile. Je respire. Une fois, 2 fois. Je trouve la boucle. Je la frappe. Le mécanisme cède. Je tombe. Je tombe d'1 mètre, atterrissant la tête la première sur le plafond de ma propre cabine, qui est maintenant le sol. La douleur dans ma jambe explose en une supernova blanche. Je crie.
Un cri étranglé, animal, qui se perd dans le silence de la forêt. Je suis seul. L'ennemi est là-haut, retournant à sa guerre. Et je suis ici-bas, commençant la mienne. Je rampe. Je m'extrais de l'épave comme un enfant naissant à un monde hostile. Chaque mouvement est une agonie. Le métal déchiqueté déchire mes vêtements, ma peau. Enfin, je suis dehors. Je m'effondre sur un lit de feuilles mortes et de terre humide. L'air de la forêt est frais. Il sent la mousse et la décomposition. Il n'a jamais senti aussi bon. Je suis vivant. Je suis au sol. Je suis un aviateur sans avion. Un fantôme sans machine. Je lève les yeux vers la trouée que j'ai créée dans la canopée. Un puits de lumière grise dans le plafond vert. C'est ma cicatrice sur le monde. C'est la preuve. J'ai survécu. Puis, je les entends. D'abord, un grondement lointain. Les camions. Le convoi allemand que j'ai évité de justesse. Ils se sont arrêtés. Le bruit de mon crash a été impossible à ignorer. J'entends des voix, des ordres aboyés en allemand. « Ross! Sustin! Cherchez-le !» Ils savent que je suis là. Ils savent que je suis vivant. J'ai échappé à la meute dans le ciel pour tomber dans la gueule des loups au sol. L'ironie est si cruelle qu'elle m'arracherait presque un rire. Je dois bouger. Je déchire un morceau de ma chemise. Je le noue autour de ma jambe, un garrot improvisé. La douleur me fait presque perdre connaissance, mais la peur est un stimulant plus puissant que la morphine. Je serre les dents jusqu'à ce que mes mâchoires me fassent mal. Je saisis mon pistolet de service, un vieux Lebel modèle 1892. Une antiquité. 8 balles pour me défendre contre une colonne d'infanterie. Je suis ridicule, rejeté, inapte. Et pourtant, un sourire mauvais, le même que j'ai eu là-haut, se dessine sur mon visage ensanglanté. Je me suis retrouvé seul face à 30 Messerschmitt. J'étais dans un avion poubelle, avec un moteur en feu et l'autre mort. On m'avait envoyé mourir. Et j'ai gagné. Je n'ai peut-être abattu personne. Je n'aurai aucune victoire homologuée. Dubois ne le saura jamais. La France ne le saura jamais. Personne ne saura jamais que pendant 10 minutes folles, au-dessus des Ardennes, un rejeté a transformé l'élite de la Luftwaffe en un cirque de débutants paniqués. Ils m'ont peut-être forcé à m'écraser, mais ils ne m'ont pas battu. C'est moi qui ai dicté les termes de l'engagement. C'est moi qui ai semé le chaos. C'est moi qui ai survécu. Les voix allemandes se rapprochent. Des branches craquent. Ils sont dans les bois. Ils me chassent. L'aviateur est mort. Le soldat est né. Je me redresse, m'appuyant contre le tronc du chêne qui a sauvé et condamné mon avion. Ma jambe est un poids mort, mais je peux tenir debout. Je regarde mon potesse détruit. Merci mon vieux tracteur. Je murmure. Tu t'es bien battu. Puis je me tourne vers la forêt, vers l'ennemi. Je suis Julien Vasseur. Je suis le fantôme. Et ils vont devoir travailler dur pour m'attraper. Ma guerre n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Je commence à boiter, m'enfonçant plus profondément dans l'ombre des arbres, disparaissant comme un esprit, laissant derrière moi le métal fumant de mon ancienne vie et l'arrogance brisée de 30 pilotes ennemis qui, ce soir, en buvant leur bière, se demanderont encore ce qui, diable, leur est arrivé. Ils ne parleront pas du pilote, ils parleront d'un avion fou, d'un événement surnaturel, ils parleront d'un fantôme, et c'est bien comme ça. Le mépris de mes supérieurs m'avait condamné. Mais leur jugement a fait de moi une arme qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et cette arme est toujours chargée.